Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Inside News RDC. Aujourd'hui, des hommes en soutane veulent décider ce que des hommes en cravate n'ont pas voulu trancher. À Kinshasa, les évêques de notre pays se sont enfermés depuis jeudi pour répondre à une seule question. Faut-il toucher à la Constitution? Et pendant qu'ils délibèrent, à Bunia, des familles enterrent leurs morts d'une épidémie qui vient de franchir un seuil que nul ne voulait voir. À nos compatriotes de l'Est, à Goma, à Beni, à Bunia, qui vivent la guerre et le virus dans le même souffle, nous sommes avec vous ce soir. Et à ceux qui nous écoutent depuis l'exil, ce soir, à Bruxelles, à Montréal, à Genève, vous qui suivez ce débat de loin avec le cœur serré, sachez que vous comptez parmi nos juges les plus attentifs. Voici la tension de ce soir. D'un côté, une machine institutionnelle qui a tout fait passer en une semaine et n'attend plus qu'une signature. De l'autre, une église qui réclame le temps de réfléchir et une opposition qui descend dans la rue et le paie. Entre les deux, une nation qui se demande qui parle encore en son nom. Au menu, ce bras de fer sur la loi fondamentale, désormais porté devant les évêques et devant les Nations Unies. Puis l'Est, où la rébellion accuse les médiateurs de complicité. L'épidémie qui dépasse les 900 cas. Et nos minerais dont on promet enfin de ne plus seulement les extraire. La première question est simple. Quand le pouvoir politique a fini de voter, à qui revient-il de dire si ce vote était juste? Ce soir, ce sont des évêques qui s'apprêtent à répondre. Micheline va nous dire comment on en est arrivé là. Micheline, il y a quelque chose d'inhabituel dans ce qui se joue à Kinshasa cette semaine. Le Parlement a fini son travail. Le Sénat a voté. La loi sur le référendum n'attend plus qu'une promulgation. Et pourtant, ce n'est pas dans un hémicycle que se déplace le centre de gravité du pays. C'est dans une salle d'évêques. Explique-nous pourquoi cette assemblée pèse autant et ce qui s'y dit vraiment. Je te confie ce dossier. Merci Soraya et bonsoir à toutes et à tous. Le fait d'abord, ce jeudi 18 juin à Kinshasa, la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a ouvert une assemblée plénière extraordinaire de 3 jours, entièrement consacrée à la question du changement ou de la révision de la Constitution. Son secrétaire général, l'abbé Donatien Cholet, a planté le décor le matin même. Cette session a été convoquée, dit-il, à cause de la tension croissante née de la campagne de la majorité au pouvoir en faveur d'un changement de la loi fondamentale. Les travaux se referment ce samedi 20 juin. À leur terme, l'Église pourrait rendre publique sa position officielle. Comprenons l'ampleur du geste. Au Congo, quand la CENCO se met à table sur une question politique, le pays retient son souffle. Cette voix a pesé en 2016. Elle a pesé en 2023. Et chacun ici sait ce que vaut une parole des évêques au moment où les institutions se déchirent. Tout pouvoir dans ce pays, depuis les premières années de la République, a fini par buter sur ce contre-pouvoir moral qui ne dispose ni d'armée ni de budget, mais d'une autorité que les urnes ne donnent pas. Ce n'est donc pas une réunion religieuse de plus, c'est une institution qui se place en position d'arbitre là où l'arbitrage politique a échoué. Et l'Église a choisi une méthode qui mérite d'être dite, parce qu'elle tranche avec le climat ambiant. Selon l'abbé Cholet, l'Assemblée se déroule en 3 temps. D'abord, les évêques écoutent des spécialistes apolitiques, des professeurs d'université, dont l'historien Didier Moumenji sur l'histoire de nos constitutions et le professeur Mampouya sur les fondements des textes en vigueur. Ensuite vient l'audition des 2 camps. Le professeur Jean-Claude Chilumbayi pour la majorité et Deli Sesanga pour l'opposition ont chacun exposé leurs raisons. Enfin, les évêques se retirent pour discerner. Cholet le reconnaît lui-même. Ils ne sont pas des spécialistes du droit constitutionnel. Mais c'est précisément cette humilité affichée qui donne du poids à ce qui sortira samedi. Écoutons un instant la teneur de ce face-à-face, car il résume le pays tout entier. Du côté du refus, Deli Sesanga a défendu la Constitution de 2006 non comme un texte, mais comme un pacte de paix. Son argument central touche à notre souveraineté la plus intime. Dans un pays en guerre, dit-il en substance, où des chefs-lieux de province nous échappent,
où l'état de siège est proclamé sur des territoires entiers, l'esprit même de la loi fondamentale interdit qu'on la modifie. Il rappelle que le constituant a lui-même verrouillé toute révision en temps de siège, et il pose une question que nul au pouvoir n'a vraiment traitée. En quoi cette constitution empêche-t-elle de reconquérir nos territoires, de créer des emplois, de ramener l'eau et le courant? Le problème du Congo, soutient-il, n'est pas l'absence de normes, c'est le refus de ceux qui gouvernent de respecter celles qui existent. En face, la majorité avance la souveraineté du peuple. Et c'est là que notre rédaction doit être honnête avec vous. Sur un point, le camp du changement n'a pas tort. La Constitution prévoit elle-même les modalités de sa révision. Vouloir la réviser n'est pas en soi un crime. Et Sesanga le concède, lui qui fut autrefois porteur d'une proposition de révision de 40 articles. Le débat n'est donc pas révision contre intangibilité. Il est ailleurs. Il est dans le moment choisi et dans la méthode. Réviser quand une partie du pays est sous occupation, voilà ce qui interroge. Soumettre au peuple un texte écrit par quelques-uns dans un système électoral que tout le monde sait fragile, voilà ce que Sesanga appelle non un référendum, mais un plébiscite. Et pendant que les évêques délibèrent, une autre voix s'est ajoutée, venue de plus haut encore. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, est sorti de sa réserve ce jeudi 18 juin depuis Genève. Par la voix de son porte-parole Seif Magango, il rappelle au gouvernement de la République démocratique du Congo son obligation de faciliter les rassemblements pacifiques et de protéger les manifestants. Il évoque, sur le sit-in du 12 juin, au moins un manifestant tué et au moins 38 blessés, dont 4 leaders de l'opposition. Notre rédaction tient ce bilan pour ce qu'il est. Un décompte qui demeure contesté, posé à côté de celui du gouvernement, sans que nous désignions de victimes à votre place. Mais l'ONU salue aussi l'ouverture d'une enquête annoncée par les autorités et exige qu'elle soit, je cite, efficace, indépendante, transparente et impartiale. Sur ce point, reconnaître que l'État a annoncé enquêter est un fait que nous ne masquons pas. Reste l'arrière-plan. Ces mots venus de Houston, qui ont divisé jusque dans l'exil, et que nous évoquions à cette antenne hier soir. Nous ne les rouvrons pas. Nous notons seulement qu'ils continuent de produire des réactions. D'Olivier Kamitatou, proche de Moïse Katumbi, qui y voit le signe que la fonction présidentielle ne contient plus l'homme, à l'ancien vice-premier ministre José Makila, qui défend désormais son rapprochement avec Joseph Kabila, au nom, dit-il, de la seule défense de la Constitution. Que des adversaires d'hier se retrouvent sous la même bannière constitutionnelle en dit long sur le moment que vit le pays. Alors, voici où nous en sommes. Le droit a parlé. Le vote est acquis. Il ne manque qu'une signature pour que le référendum devienne possible. Mais une signature ne fait pas une légitimité. Samedi, des évêques diront s'ils jugent ce chemin sage ou dangereux pour la nation. Leur mot n'aura pas force de loi. Il aura force de conscience. Et dans un pays où la loi se vote en une semaine, mais où la confiance se construit en années, c'est peut-être cette force-là qui pèsera le plus lourd. Je te rends l'antenne, Soraya. Merci, Micheline. Retenons l'essentiel. Le cadre légal du référendum est presque bouclé, et c'est désormais une Église et une institution onusienne qui rappellent au pouvoir que la légalité d'une procédure ne suffit pas à la rendre juste. Pour la nation, l'enjeu est limpide. Samedi dira si la plus haute autorité morale du pays valide ou désavoue la marche en cours. Mais ce débat sur la loi fondamentale ne se joue pas seulement dans les salles de Kinshasa. Il se joue aussi sur le terrain, là où une partie du pays échappe encore à l'État et où une rébellion vient d'élever la voix. Ce dossier touche au cœur de notre souveraineté et il ne peut pas attendre. Pendant que Kinshasa parle de référendum, une partie du Nord Kivu reste sous une administration qui n'est pas celle de l'État congolais. Et ce jeudi, depuis Goma, ceux qui tiennent ce territoire ont parlé fort. Ils accusent les médiateurs internationaux de fermer les yeux et menacent de quitter la table. Le fait daté. Ce jeudi 18 juin 2026, à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a tenu une communication
aux côtés de son adjoint Bertrand Bizimois et de Freddy Kaniki. Réagissant au discours tenu par le président Félix Tshisekedi à Houston après le match contre le Portugal, discours qu'il qualifie de va-t-en-guerre, Nanga dénonce ce qu'il appelle un silence assourdissant de la médiation et des partenaires au processus de paix. Un silence qui, selon ses mots, frise la complicité. Resituons cela dans la longue histoire de nos guerres de l'Est. Depuis les accords de Lusaka, ce pays a connu une vérité constante. Chaque processus de paix bute sur le même écart, celui entre ce qui se signe dans les salles climatisées et ce qui se vit dans les collines. Doha, Washington, les rounds successifs, les engagements de cessez-le-feu, rien de tout cela n'a fait taire les armes sur les hauteurs de Minembwe. Et aujourd'hui, ce sont les armes qui parlent de paix, ce qui doit nous tenir en éveil plus encore que nous rassurer. Écoutons ce que dit la rébellion. Sans valider un mot, Bertrand Bizimois affirme que l'AFC M23 a quitté Uvira puis la plaine de la Ruzizi à la demande de la médiation pour prouver sa bonne foi. Il dénonce des sanctions à sens unique qui frapperaient ceux qui respectent leurs engagements tout en épargnant ceux qui ne les respectent pas. Il évoque la libération de plusieurs centaines de prisonniers de guerre par son mouvement, sans contrepartie de Kinshasa, dit-il. Et il brandit la menace ultime, celle de récuser purement et simplement la médiation, tout en assurant du même souffle continuer à croire au processus de paix. Voilà pour leur version. Notre devoir est de vous rappeler ce qu'elle ne dit pas. Cette parole vient d'un mouvement soutenu par le Rwanda, qui administre une partie de notre territoire en violation de la souveraineté nationale. Reconnaître qu'un acteur respecte tel engagement ponctuel n'efface pas qu'il occupe le sol congolais. Le gouvernement, de son côté, conteste ce récit et poursuit ses opérations. Deux comptes s'opposent, et le seul fait certain, c'est que sur le terrain, les hostilités continuent et que les engagements de Doha restent largement lettre morte des deux côtés. Ce que cela change pour vous qui nous écoutez. Tant que ce bras de fer dure, c'est l'habitant de Goma qui paie, dans le prix des denrées, dans la fermeture des banques, dans l'effondrement annoncé des importations de carburant. C'est le déplacé de Minembwe qui ne entre pas chez lui. Et c'est la nation entière qui débat d'une constitution pour 2028 pendant qu'une partie d'elle-même vit sous une autre autorité que la sienne. Soyons justes jusqu'au bout. Que des prisonniers aient été libérés, que des positions aient été évacuées, ce sont des gestes, et nous ne les nions pas. Mais un geste n'est pas la paix, et celui qui occupe ne peut se poser en arbitre de la sincérité des autres. La diplomatie multiplie les tables depuis des années. Les collines de Minembwe, elles, attendent toujours de savoir laquelle fera taire les fusils. Ce qu'il faut entendre ici, c'est qu'un acteur armé tente de retourner le récit, en se présentant comme la victime de médiateurs trop indulgents avec Kinshasa. Notre rédaction ne valide pas ce renversement, mais elle le rapporte parce qu'il dit l'impasse où nous sommes. Pendant que la capitale légifère, le pays réel se négocie ailleurs, et parfois sans lui. Quittons un instant la politique et les armes pour un autre front, sanitaire celui-là, où les chiffres viennent de basculer. Adriana suit ce dossier depuis le premier jour. Adriana, cela fait 1 mois que tu portes ce dossier à cette antenne. Et ce soir, les chiffres ont passé un seuil. Dis-nous où nous en sommes. Merci Soraya. Bonsoir à toutes et à tous. Le chiffre d'abord parce qu'il est lourd. Ce jeudi 18 juin à Bunia, lors d'un briefing de presse, le ministre de la Santé, Roger Samuel Kamba, a annoncé un bilan de 896 cas confirmés et 232 décès, 1 mois après la déclaration officielle de l'épidémie, le 15 mai. Cela porte la létalité à environ 26%. Il y a quelques jours, nous parlions ici de 808 cas et de 192 décès. La progression est nette et la mortalité, désormais bien au-dessus de la moyenne annoncée pour cette souche Bundibugyo, est devenue à elle seule un indicateur de gravité. L'Ituri concentre 827 de ces cas, soit 8 sur 10. Mais le ministre y oppose une autre lecture, et il faut la poser honnêtement. Selon lui,
Cette hausse traduit aussi l'efficacité de la riposte qui va désormais chercher activement les malades dans la communauté. La preuve avancée, c'est la capacité de dépistage. Le nombre de tests réalisés chaque jour est passé de 9 à plus de 2000. La province dispose maintenant de 9 centres de traitement totalisant plus de 500 lits. Et près de 78 personnes sont déclarées guéries. Sur ce point, le gouvernement a raison de dire qu'on ne peut pas confondre une meilleure détection avec une simple aggravation. Les deux coexistent. Reste un chiffre qui inquiète et que le ministre n'a pas caché. Le suivi des contacts plafonne à 71%, alors que l'objectif est de 95%. Or, c'est exactement là, dans ces contacts qu'on ne retrouve pas, que le virus continue d'avancer. Et de nouvelles mesures tombent. À l'aéroport de Njili, tout voyageur devra désormais remplir une fiche sanitaire numérique et présenter un code QR avant l'embarquement. Le contrôle remonte donc jusqu'à la capitale, signe que personne ne tient plus l'épidémie pour une affaire locale. Un dernier fait mérite d'être nommé, parce qu'il touche à la souveraineté de notre riposte. L'Église du Christ au Congo, engagée avec une vingtaine de structures sanitaires en Ituri, déplore que l'État ne respecte pas l'accord d'exonération des taxes sur les intrants destinés à la lutte contre Ebola. Autrement dit, on taxerait le matériel qui sauve des vies. Quand un pays vivant sa 17e épidémie en arrive à faire payer des droits de douane sur les gants et les désinfectants de ses propres soignants, ce n'est plus une question de logistique. C'est une question sur ce que l'État protège vraiment. Je te rends l'antenne, Soraya. Merci Adriana. Retenons-le simplement. Plus de 900 cas, une mortalité qui grimpe, mais une capacité de dépistage multipliée par 200 et un suivi des contacts encore trop faible pour refermer la porte au virus. De la santé de la nation à sa richesse, il n'y a qu'un pas, car c'est la même question qui revient. Que faisons-nous, nous, de ce qui est à nous? À Lubumbashi cette semaine, on a parlé de nos minerais. Le fait, daté et situé. Ce mercredi 17 juin, au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi, s'est ouverte la 21e édition de la DRC Mining Week, le plus grand rendez-vous minier du continent, avec plus de 16 500 participants venus de plus de 50 pays et plus de 300 exposants. Le thème est tout un programme. La transformation de la RDC d'acheteur local à plaque tournante mondiale des minéraux critiques. Et derrière le slogan, une ambition que notre nation porte depuis son indépendance sans jamais l'avoir tenue. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, l'a dit sans détour. La RDC ne peut plus être uniquement un pays d'extraction. Elle veut devenir un pays de transformation et de maîtrise technologique. Il rappelle la puissance de frappe du pays, près de 3,5 millions de tonnes de cuivre produites en 2025. Premier producteur mondial de cobalt. Et il annonce la première production commerciale de lithium congolais au second semestre de cette année. Le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, va plus loin et annonce une usine d'assemblage de batteries pour véhicules électriques dans la zone économique spéciale partagée avec la Zambie. Soyons honnêtes sur ce qui est positif. Annoncer la transformation locale, c'est dire enfin tout haut ce que les Congolais réclament depuis des décennies. Que nos pierres enrichissent d'abord nos fils, que le minerai parte transformé et non en sac brut vers des usines étrangères. Et des acteurs avancent. MMG Kinsever a présenté un programme pour les jeunes diplômés congolais, 36 déjà intégrés, et défend un projet d'expansion de 600 millions de dollars. Ce sont des actes, pas seulement des discours, mais notre devoir est de poser la mesure du chemin. Depuis combien d'années entend-on à chaque grand-messe minière la promesse de la transformation locale? Une usine de batterie annoncée n'est pas une usine de batterie construite. Et tant que le lithium, le cobalt et le cuivre quittent nos frontières à l'état brut, c'est ailleurs que se crée la valeur et ailleurs que se gagnent les emplois que cherchent nos diplômés. La promesse est belle. Le test viendra du jour où une batterie portera sur son flanc la mention assemblée au Katanga. D'ici là, la nation a le droit de compter les annonces et de les confronter une à une aux usines qui sortiront vraiment de terre. Et parfois,
ce qui se décide très loin de nous touche directement notre désenclavement. C'est le cas à Dubaï cette semaine. En mission officielle, ce jeudi 18 juin aux Émirats arabes unis, le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a rencontré les responsables de la compagnie Emirates et le ministre émirati du commerce extérieur, Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi. Premier renseignement, le lancement des vols directs d'Emirates vers Kinshasa, espéré pour ce mois de juin, est reporté. La raison invoquée tient aux contraintes sécuritaires et opérationnelles qui affectent le Moyen-Orient. Une nouvelle échéance sera fixée quand le contexte régional le permettra. Second enseignement, les discussions ont aussi porté sur le partenariat avec Abu Dhabi Ports. En quoi cela change-t-il la vie des Congolais? Parce qu'un pays grand comme un continent, sans véritable façade maritime exploitée, vit ou meurt par ses voies d'accès. Une liaison aérienne directe avec un hub mondial comme Dubaï, ce sont des marchandises qui arrivent plus vite et moins cher. Ce sont nos opérateurs qui voyagent sans détour. C'est notre diaspora du Golfe rapprochée du pays. Et un partenariat portuaire, c'est la promesse de ne plus dépendre entièrement des ports voisins pour respirer économiquement. Le report d'aujourd'hui n'est qu'un délai. Reste à voir si, le contexte apaisé, Kinshasa saura transformer ses poignées de main de Dubaï en route concrète vers la mer. La nation avance sur bien d'autres fronts ce soir, et ils touchent tous à une même chose, ce que l'État fait ou ne fait pas de ses propres ressources. Ma consoeur Daniela a rassemblé l'essentiel avant la clôture. Merci Soraya. Bonsoir à toutes et à tous. 3 grappes ce soir. Commençons par ce paradoxe qui résume notre pays. Un sol plein de richesses et des foyers dans le noir. À l'Assemblée nationale, ce mercredi 17 juin à Kinshasa, le député Sergen Kondé a dénoncé la persistance de la crise électrique qui frappe depuis des mois les territoires de Sakania, Mokambo, Pweto et Kasenga, dans le Haut-Katanga. En cause, une dette impayée de la SNEL envers la société zambienne ZESCO, qui prive ces entités frontalières de courant. Le député l'a martelé. On ne peut pas accepter qu'un pays qui exporte autant de minerais manque d'électricité. Pendant ce temps, les ménages, les commerces et les structures sanitaires de ces localités vivent dans le noir. Et, puisqu'il est question d'argent public mal employé, restons sur les comptes de l'État qui viennent d'être passés au crible. La Cour des comptes, dans son rapport présenté le 8 juin devant l'Assemblée, établit que le gouvernement a manqué ses objectifs de financement sur la santé, l'éducation et l'agriculture en 2024. La santé n'a reçu que 7,42% du budget exécuté, loin des 15% de l'accord d'Abuja. L'agriculture est restée sous le seuil de l'accord de Maputo. 3 secteurs vitaux pour les foyers, 3 engagements internationaux non tenus. Cette même Cour, ironie cruelle, n'a elle-même reçu que 43% de ses crédits budgétaires en 2025. L'institution chargée de contrôler les finances de l'État manque de moyens pour le faire. Quand le gardien des côtes n'a pas de quoi tenir ses registres, c'est toute la surveillance de l'argent public qui vacille. Au Sankuru, le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mokoko Samba, a poursuivi cette semaine sa tournée de désenclavement. Il a constaté l'arrêt des travaux du pont Manda sur la rivière Lokenye, ouvrage jugé essentiel à la mobilité et à l'évacuation des produits agricoles. Et il s'est rendu à Onaloa, devenu Lumumba-ville, terre natale du héros national, plaidant pour en faire une destination de mémoire. Préserver le passé, c'est bien. Désenclaver le présent, c'est urgent. Désenclaver, justement, cela passe par les grandes routes. À Kinshasa, le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, a ouvert le 15 juin l'évaluation de 12 contrats routiers en partenariat public-privé pour un portefeuille de 4,4 milliards de dollars. 3350 km de routes nationales sont concernés, de Kinshasa-Matadi à Lubumbashi-Kasumbalesa. Mais l'insécurité à l'Est freine déjà certains chantiers. Et pour financer tout cela, l'État cherche de l'argent. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a signé ce jeudi 18 juin un accord avec la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, pour accompagner la création de la future bourse de Kinshasa. L'idée
permettre aux Congolais de devenir actionnaires d'entreprises minières et de télécommunications. Un outil de transparence, dit le ministre. Reste à le construire. Aux Journées scientifiques de Kinshasa, clôturées cette semaine, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a fixé un cap vertigineux. Porter le budget national de 20 à 50 milliards de dollars en 5 ans, puis 100 milliards dans la décennie. Une ambition que le président de la commission ECOFIN, Guy Mafuta Kabongo, a aussitôt ramenée au sol, en appelant à passer des recommandations à l'action. Pour mobiliser ces recettes, le gouvernement mise sur le numérique. Il s'est associé au groupe tanzanien Asiana pour digitaliser les procédures frontalières, à commencer par un projet pilote à la frontière avec le Burundi au Sud Kivu. Objectif affiché, plus de traçabilité, moins de corruption et un délai d'évaluation de 45 jours. Enfin, à Kinshasa, le commandant du service national, le lieutenant-général Kasongo Kabwik, annonce le déploiement dès ce week-end de plus de 4000 bâtisseurs de la nation, ces anciens membres de gangs urbains fait éduquer, pour assainir la capitale et lutter contre l'incivisme environnemental. Une ville propre se construit aussi avec ceux qu'on avait cru perdus. Reste à voir si l'opération nettoiera durablement les rues ou seulement pour un temps. Je te vends l'antenne, Soraya. Merci, Daniela. De l'électricité qui manque aux milliards qu'on promet, ces brèves disent une même tension, celle d'un État riche de son sous-sol, mais qui peine encore à en faire la dignité quotidienne de ses citoyens. Voilà ce que cette soirée nous laisse. À Kinshasa, des évêques enfermés depuis jeudi rendront samedi un avis sur la Constitution que le Parlement a déjà votée, pendant que l'ONU, par la voix de Volker Turk, rappelle à l'État son devoir de protéger ceux qui manifestent. À Goma, l'AFC M23 de Corneille Nangaa accuse les médiateurs de complicité et menace de quitter la table, depuis un territoire qui n'est toujours pas revenu à la nation. Et à Bunia, l'épidémie d'Ebola a franchi le cap des 896 cas et 232 décès, avec une létalité montée à 26%. Une pensée pour finir. Il y a dans la sagesse de nos anciens cette idée que celui qui refuse de juger laisse le jugement à plus pauvre que lui. Cette semaine, le pouvoir a légiféré, mais c'est à une Église sans armée et à des familles sans voix qu'il est revenu de dire ce que cette loi pèse vraiment. Une nation se reconnaît à cela, pas à la vitesse avec laquelle elle vote, mais à l'attention qu'elle prête à ceux qui n'ont d'autre pouvoir que celui de la conscience. Nous nous retrouverons demain pour l'édition du week-end. Et d'ici là, je vous invite à retrouver nos émissions d'analyse sur la chaîne YouTube d'Inside News RDC, où l'actualité prend le temps qu'un journal ne lui donne pas toujours. Que Dieu veille sur notre nation et qu'il garde chacun d'entre vous, où que vous soyez. C'était Soraya pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours